fait, pour la modération. Merci à ceux qui sont restés. Je sais que c'est très intéressant, mais c'est aussi une longue journée. Sans tarder, je vais demander à chacun de notre panélistes de se présenter vite, et puis on va vite enchaîner avec les premiers statements et présentations. Bonjour, je suis Ibn Nasr Boulajoul, le secrétaire permanent du Comité national de prévention des accidents de la circulation. Au niveau sécurité routière, je suis également le président de la prévention routière internationale. Voilà, merci. Bonjour, je suis Sylvie Faucheux, je suis professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers à Paris et je suis spécialiste en économie de l'environnement, du développement durable et des villes durables. Denis Fabre, j'apparais ici avec une deuxième casquette. La première, vous en avez entendu parler tout à l'heure. Donc j'étais président de l'ADRGT sur des glissements de terrain, mais ma spécialité, je suis géologue, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers, dans le domaine complémentaire de celui de ma collègue, puisque moi j'appartiens au domaine des sciences de l'ingénieur, et elle est dans le pôle économie et société. Pour la suite, on va condenser nos deux présentations, rassurez-vous. Bonjour, je m'appelle Ahmed Moline, je suis chef de la division ingénierie d'exploitation à la Société nationale des autoroutes du Maroc. Good afternoon, my name is Motohiko Nishibayashi from Hanshin Expressway, Japan. It's an honor to be here. Merci. Je vais demander déjà à M. Boulajoul pardon, de commencer peut-être la discussion, étant donné que vous êtes responsable en matière de sécurité routière. Je pense qu'on a touché plusieurs fois aujourd'hui à ce thème. Nous avons une occasion avec vous de maintenant plonger dans le sujet. Merci Susanna. Effectivement, donc, tout d'abord, je tiens à remercier vivement ADEME d'avoir intégré la notion, bien la dimension sécurité routière au niveau de cette rencontre scientifique qui est à mon avis très très intéressante, et de dédier toute une session notamment au volet nouvelles technologies pour la maîtrise des risques et l'amélioration de la sécurité routière. Alors quand on parle de sécurité routière, on sait pertinemment que le comportement est le facteur causal prépondérant. Donc, améliorer la sécurité routière revient à encadrer davantage et de manière la plus performante possible ce comportement des usagers de la route. Alors aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'expérience internationale, le volet technologie, il intervient à plus d'un titre justement pour encadrer ce comportement. Donc ça peut commencer par exemple de la gestion du trafic. Malheureusement aujourd'hui, si on prend notre cas, ce n'est pas bien ancré dans notre culture, notamment en ce qui concerne la gestion du trafic. Donc du coup, on a énormément d'agents de contrôle sur la voie publique et je pense que l'introduction de nouvelles technologies, ça s'impose d'une manière vraiment la plus urgente possible, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir autant de policiers avec l'augmentation du trafic, avec l'augmentation, l'étalement de l'espace, de l'environnement routier, etc. Et il y a un deuxième volet aussi qui concerne le contrôle. Moi, je pense aujourd'hui, le contrôle également, on ne peut pas avoir des contrôleurs routiers partout. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies, il offre des possibilités énormes justement pour contrôler le comportement des usagers de la route. Donc à travers les caméras pour tout ce qui est contrôle de la vitesse, à travers le contrôle, tout ce qui est contrôle de respect des feux rouges, etc. Et l'introduction des nouvelles technologies permet justement d'augmenter le taux de détection. Et tout d'abord, ça permet également d'avoir une certaine équité au niveau du contrôle et une certaine célérité au niveau de l'opération du contrôle. Et du coup, donc, quand on a un contrôle qui est crédible, qui est clair, qui est crédible au niveau aux yeux de l'usager de la route, donc ça permet justement d'augmenter un petit peu le respect des règles de la circulation routière.
Il y a un volet aussi qui est très important, c'est tout ce qui est système d'aide à la conduite. Avec le développement technologique, aujourd'hui, on a sur le marché énormément d'équipements technologiques qui permettent d'assister, aider le conducteur à mieux maîtriser le niveau de risque sur la voie publique. Donc on parle, ça va de certains équipements basiques comme l'ABS, l'ESP, etc. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui est système de tracking, tout ce qui est contrôle de la vitesse automatique, etc. Donc les systèmes d'aide à la conduite ont permis, à mon avis, d'augmenter cette notion de maîtrise de risque. Et ça permet d'offrir des marges de manœuvre très très intéressantes pour la maîtrise du risque et la réduction de la sinistralité routière. Il y a un autre volet qui est à mon avis très important, qu'on ne peut pas perdre de vue, c'est tout ce qui est, aujourd'hui on parle de l'autonomous driving. Et moi je pense que c'est une étape. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé peut-être de la 5G, de la route 5G. Au niveau justement, au niveau de la conduite, aujourd'hui, on s'achemine vers l'autonomous driving. Et d'ailleurs, au niveau de la prévention routière internationale, on organise les 13 et 14 octobre à Lisbonne un congrès international sur l'autonomous driving et son impact sur la sécurité routière. Donc vous êtes cordialement invités pour ceux qui sont intéressés à cette thématique. Et là, on va justement aborder, présenter l'état de l'art en ce qui concerne tout ce qui est autonomous driving et un petit peu les contraintes liées à son développement ainsi à son épanouissement, sachant que les contraintes et les dysfonctionnements sont multiples, justement, d'ordre économique, c'est-à-dire le manque d'accessibilité juridique, etc. Et un autre volet, à mon avis, qui est très très important, c'est tous les métiers liés à la sécurité routière, parce que le système de sécurité routière il est multidisciplinaire, il y a un certain nombre d'intervenants. Les nouvelles technologies, ils peuvent intervenir au niveau de la gestion de tout ce qui est la gestion du système de sécurité routière. Ça va de tout ce qui est base de données, la maîtrise des systèmes d'information qui permettent d'avoir une information à temps réel, etc. Ça va également de tout ce qui est formation, parce qu'aujourd'hui, il y a les simulateurs de conduite, il y a énormément. La technologie elle a tellement avancé justement pour maîtriser davantage le comportement, avoir une formation de qualité, avoir un conducteur à même, c'est-à-dire de maîtriser la conduite dans son environnement, quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter. Alors aujourd'hui, au niveau national, moi je pense au niveau national, la marge de manœuvre il est énorme et je pense qu'avec l'introduction, la généralisation des nouvelles technologies, on peut réduire davantage le niveau de risque et je pense que le seuil ou bien le niveau de sinistralité aujourd'hui que nous avons, il peut même être divisé par 10, sachant que même au niveau international, on a atteint un niveau asymptotique de maîtrise de risque et aujourd'hui le levier le plus important c'est au niveau des nouvelles technologies et au niveau de l'autonomous driving. Donc au niveau national, moi je pense qu'on a encore des marges de manœuvre au niveau de la gestion du trafic pour avoir, c'est-à-dire un trafic géré de manière autonome, de manière intelligente et ça permet de faire des gains en termes de temps, en termes d'occupation du sol, en termes même de gestion des ressources humaines. Au niveau également du contrôle, la marge de manœuvre il est énorme parce qu'on est en tout début. Le nombre de radars qui sont opérationnels aujourd'hui, les radars fixes, ça ne dépasse pas les 150 unités, sachant que le Maroc a besoin d'énormément de radars. On n'a pas encore de contrôle automatisé pour tout ce qui est contrôle de la sécurité routière ou bien contrôle du trafic au milieu urbain. Le contrôle, les nouvelles technologies au niveau des systèmes d'information, moi je pense en tout début. C'est pour ça que je dis que l'avenir de la sécurité routière peut être meilleur au niveau national si on mise davantage sur tout ce qui est nouvelles technologies. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais profiter, étant donné que la sécurité routière est vraiment un thème qui est extrêmement important, pour vite peut-être prendre une seule question du public. Est-ce que quelqu'un a une question? J'arrive pas à voir. Il y a une main qui se lève là. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سي بولجول. اكيد نحن نتعارف يعني عن قرب وانا اريد ان اطرح لك سؤال مهم جدا لانني حضرت معكم في الندوه الدوليه في مراكش وقال الوزير رباح قال كنا نعرف على انه
كانوا يظنون على أن المشكل يكمن في البنية التحتية وفي الاستراتيجية وفي الدراسة، بينما يكمن في العنصر البشري، يعني لوم افي كرونداش. يعني في هذا الإطار هذا شنو الوزارة عملت في هذا الاتجاه هذا، يعني ديال تكوين القدرات، تكوين المكونين، وكذلك التكوين المستمر، وخاصة الإعلام والتواصل، كوميونيكاسيون et les médias. وشكرا. نجاوب بالعربية ولا نجاوب بالفرنسي؟ كما تريد. Donc je vais essayer d'intervenir peut-être en français, comme ça on va élargir un petit peu ce qui a été dit. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui sont initiés justement par le ministère de l'équipement, transport, de la logistique pour introduire de nouvelles technologies. Il y a un projet de radar justement qui consiste à mettre en place près de 500 radars automatisés. Il y a qui vont permettre, je pense qu'ils vont assurer un quadrillage de l'ensemble des réseaux routiers au niveau national et même au niveau du milieu urbain, notamment par le contrôle de tout ce qui est feu rouge. Il y a également d'autres projets qui sont initiés par le ministère, tels que le numéro vert qui vient d'être lancé par le ministère 4646, qui permet de dénoncer ou bien d'assurer un contrôle systématique et d'impliquer le citoyen dans ce processus d'amélioration de la sécurité routière à travers ce numéro vert. Mais également, il y a tout un nombre de programmes qui sont initiés par la direction des systèmes d'information, mais également par la direction des routes. Et je pense que nos amis des autres départements au niveau du ministère sont là pour témoigner de ces différents projets. Alors au niveau de la communication, justement, aujourd'hui, on ne peut pas communiquer uniquement en se basant ou bien en s'appuyant uniquement sur les supports de communication classiques tels que la télévision, la radio, etc. Donc aujourd'hui, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, nouvelles technologies au niveau de la communication. Et au niveau du CNPAC, on a tout un programme qui consiste à investir ces nouveaux supports et ces nouveaux outils de communication pour toucher le maximum de citoyens là où ils sont et également en tenant compte de leurs caractéristiques aussi bien socio-économiques que groupe d'âge, catégories socio-professionnelles, etc. Moi je pense aujourd'hui c'est un train qui est en marche, c'est un processus qui a été déclenché et je pense que c'est un processus qui est irréversible parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à gérer l'ensemble du système lié à la sécurité routière avec la façon avec laquelle on l'a géré il y a quelques années. Donc l'introduction des nouvelles technologies, c'est quelque chose qui s'impose et le ministère, il dédie énormément de moyens à ce volet-là. Au niveau du CNPAC également, on a un projet qui est très important qui consiste à construire le premier centre national de sécurité routière qui consiste à former les usagers de la route sur, sur un certain nombre de risques, mais en toute sécurité. Par exemple, tout ce qui est aquaplanage, tout ce qui est perte d'adhérence, tout ce qui est la distance intervéhiculaire, etc. Donc, dans un centre, là, on va pouvoir assurer cette formation, mais en s'appuyant sur tout ce qui est nouvelle technologie, que ce soit de façon théorique, à travers les programmes de simulation, tout ce qui est le programme de formation, c'est-à-dire basé sur les systèmes d'information, mais également côté pratique, à travers des pistes de formation qui vont pouvoir simuler un certain nombre de situations de risque, mais tout en assurant et en garantissant la sécurité pour les stagiaires et pour les candidats pour cette formation. Voilà. Merci beaucoup et c'est très intéressant de savoir de ces développements en matière de mise sur pied en fait, de ce centre national. Je pense que c'est très important. Alors c'est un centre, juste un petit complément, c'est un centre avec un budget d'investissement autour de pratiquement 14 millions d'euros, donc c'est très très important, et sur un terrain de 5 hectares dans une région qui est dans la province de Ben Slimane, pratiquement entre Rabat et Casablanca, donc pratiquement c'est à proximité du tissu économique au niveau national, et l'objectif justement c'est de mettre à disposition cet outil de formation pour former des conducteurs de qualité. Et dans un premier stade, on va se focaliser essentiellement sur les conducteurs professionnels, justement parce que, pour différentes raisons. Tout d'abord parce que c'est un transport public et c'est un service public, donc qui doit être assuré, bien entouré avec le maximum de précautions. Et en même temps, c'est un service public parce que le citoyen a droit à recourir à avoir un service de qualité en toute sécurité. Voilà.
Merci beaucoup. Je vois des regards qui me rappellent aussi le temps. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur Mouline, qui va nous faire une présentation sur Intelligent Transport System, donc les systèmes de transport intelligents. Et je pense que ça va être un complément de ce qu'on vient tout juste de traiter maintenant. Vous pouvez faire partir la présentation ? Bonjour. Donc, je vais faire une brève présentation sur les applications des ITS au niveau d'ADM. En fait, je vais parler de deux applications. D'abord, c'est quoi les ITS? Merci. Merci. C'est quoi les ITS? En fait, c'est tout ce qui est nouvelles technologies appliquées au domaine du transport. Tout le monde sait que les nouvelles technologies ont bouleversé notre quotidien. Il n'y a qu'à voir le temps qu'on passe scotché à notre téléphone. Et on a tendance à filer ce phénomène même à nos petits-enfants. Donc pour tout ce qui est les nouvelles technologies appliquées au transport, leur principal souci, c'est d'assurer une optimisation de l'utilisation de cette infrastructure, bien entendu en augmentant la sécurité et qui aurait comme conséquence finale assurer une mobilité en tout temps. La base de n'importe quel système intelligent, c'est le réseau de transmission. Et pour tout ce qui est autoroute, le parfait moyen, c'est la fibre optique. C'est un réseau de transmission à base de fibre optique. Pourquoi la fibre optique? Parce qu'elle offre une capacité illimitée en matière de transmission de données. Et je pense notamment à tout ce qui est image vidéo, parce qu'elles sont très consommatrices de bandes passantes. Donc quand on a un réseau à fibre optique, c'est quasiment un réseau illimité. On pourrait transmettre n'importe quelle donnée. Par la suite, c'est relativement assez simple et assez compliqué. C'est la détection c'est soit automatique, soit manuelle, détection des informations sur les états de trafic, leur traitement via des différentes applications et leur diffusion. Pour la détection automatique, le principal outil, c'est tout ce qui est les stations de recueil de trafic. Quand on les a déployées, on a eu quelques problèmes spécifiques à notre environnement, tout ce qui est vandalisme. On a mis une solution palliative, une qui est de les rehausser. Ce n'est pas très esthétique, mais ça nous permet de les faire fonctionner. La deuxième solution qu'on est en train de développer avec un partenaire local, en l'occurrence Massir, c'est de développer des stations à base de caméras. C'est très utilisé, notamment au niveau des pays nord-américains, où ils ont beaucoup de voies 2x4, 2x5, 2x6. Donc ils remplacent tout ce qui est boucle magnétique par des caméras. Ce synoptique retrace l'historique de le déploiement des ITS au niveau d'ADM. Je le zappe. Alors, la première application, comme je dis, c'est système d'exploitation. C'est un synoptique du réseau autoroutier qui permet d'afficher les états de trafic au niveau de l'ensemble des sections et qui permet de voir l'état des panneaux à message variable qui sont l'un des moyens de communication avec les usagers, en plus de l'application ADM mobile qui est disponible aussi bien sur iPhone que sur Android et qui permet d'informer les usagers en temps opportun des différents événements qui se passent sur le réseau autoroutier. À ce jour, on a 160 caméras qui sont déployées, 260 RDT et à peu près 30 PMV. Pour tout ce qui est caméras, on a commencé uniquement par les caméras au niveau des gares de péage. C'est pour contrôler le flux de trafic au niveau des grandes barrières qui connaissent un maximum de trafic, notamment au niveau de la saison estivale, et pour renforcer la sécurité au niveau des petites barrières qui sont sur échangeurs où il y a un trafic relativement faible. L'étape suivante a été de déployer ces caméras au niveau de l'axe Casaraba, chaque 2-3 km.
Et donc ces caméras vont devenir elles-mêmes une source de détection et une source de données. Ce qui permettrait d'avoir un flux total de ce qui se passe sur l'axe Casaraba, qui est forcément l'axe le plus chargé. La moitié de ces caméras sont en cours de déploiement et la moitié de ces caméras va être alimentée en solaire. On aura un autre problème qui va... Le vandalisme, on va le rencontrer aussi également au niveau des batteries des caméras solaires. Là, on est en train de chercher une solution, quitte à diminuer l'autonomie de ces caméras. La deuxième application, c'est Jawaz. C'est quoi Jawaz? Maintenant, je pense qu'il est un peu vulgarisé. Jawaz, c'est le nom commercial qu'a choisi ADM pour tout ce qui est pour son produit télépéage. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet une fluidité au niveau des barrières de péage, donc forcément un gain de temps et un confort. Le principe de fonctionnement est relativement simple, c'est des badges qui vont être accolés au niveau du pare-brise des véhicules, et la lecture de ces badges se fait via la communication avec une antenne placée au niveau de la voie. Cette lecture donne lieu à plusieurs contrôles, et quand les contrôles sont fructueux, le passage est autorisé. C'est un système à passage sans arrêt au niveau des voies sorties. Aujourd'hui, les badges sont en mode prépayé pour le grand public et on peut les recharger par Internet, via Internet. On a mis aussi les badges en post-payé pour les grands comptes, c'est-à-dire les entreprises de transport. Les entreprises. Jusqu'à maintenant, le télépayage est opérationnel uniquement pour les véhicules légers, mais la technologie permet bien sûr, une fois la décision prise, de l'étendre aux poids lourds. C'est-à-dire qu'on ne va absolument rien changer. Quelques chiffres pour illustrer le franc succès de Jawaz. On est à 47 000 abonnés. Il faut savoir que la fin de l'année dernière, on était à 20 000. Donc on a plus que doublé le nombre d'abonnés. Et on a cette augmentation principalement due à deux facteurs. Le premier, c'est l'extension du télépéage au système fermé, et surtout après la mise en service des axes Barchid, Agadir et l'axe du Nord, Kenetra-Tanger-Port. Et deuxièmement, cette ouverture, cette extension a coïncidé avec l'été, donc avec le pic du trafic. Et donc on a connu un engouement pour l'achat de ces badges, et les usagers ont perçu leur-même le gain. Quand il fallait attendre un quart d'heure ou 20 minutes au niveau de Bosniaqa, eux, ils pouvaient passer en instantané. Donc on a 107 voies installées et 60 gares équipées, ce qui fait à peu près 75%. Le défi, c'est que si j'ai à faire cette présentation l'année prochaine, ces chiffres devraient au moins doubler. Pourquoi? Parce que le vrai gain du télépéage serait de nous prévenir des nouvelles extensions. Si dans 5 ans, 4 ans, je dois élargir Bosniaqa, le surplus devrait être pris par le télépéage. Il faut savoir qu'une voie télépéage, elle est capable de débiter jusqu'à 4 fois une voie manuelle. Donc c'est ce qu'il faudra agir. Un dernier point, c'est pour le futur. Le futur, c'est la connectivité, elle va être de plus en plus importante. On devra être en mesure de suivre l'évolution de l'industrie des voitures pour imaginer une connexion, un échange de données en temps réel entre l'infrastructure et les véhicules. Il y avait une petite vidéo que je vais zapper. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Désolée de couper. J'essaie de tenir le temps pour les gens qui sont aussi dans l'audience. Donc, on passe de la technologie à la personne. Si j'ai bien compris le sujet aussi de votre présentation, j'aimerais inviter Madame Sylvie Faucheux à prendre la... Ah oui, Monsieur Denis Fabre. On peut envoyer les diapositives ici. Est-ce que vous pouvez mettre le slide de Monsieur Fabre?
Il y a 2 slides, s'il vous plaît. Il est là. D'accord. Donc les présentations ont été faites tout à l'heure. On va aller à vite parce qu'il est tard. Donc la suivante, s'il vous plaît. Il n'y en a qu'une deuxième. Donc l'exposé que je voulais vous faire avait un plan simple et je vais l'abréger complètement. La remarque préliminaire, c'était que le changement climatique, la biodiversité, la transition énergétique, le développement durable concerne tous les citoyens du monde. Qu'à ce titre, la sensibilisation, l'éducation, la formation à ces domaines est une tâche essentielle pour tous les pays, au moins tous ceux qui sont dans le processus de la COP 21 maintenant. Le transport durable apparaît comme un sujet condensateur des thèmes que j'ai présentés avant. Et donc, il est en plein développement et il est par essence pluridisciplinaire. Alors, au niveau de la demande de formation, je voulais souligner d'abord qu'il y avait des besoins de relancer un petit peu ce que j'appelle les sciences fondamentales de l'ingénieur, qui sont très concernées par ce sujet. Je citerai donc le génie chimique, pensez aux batteries, et aux recherches qui sont faites dessus, l'énergétique, les matériaux, l'électronique, la construction, la géologie, géotechnique, des infrastructures dont on a parlé aussi largement précédemment. Alors, dans ce domaine des sciences de l'ingénieur, il existe évidemment déjà un grand nombre de formations et je crois qu'il faut penser à les fréquenter parce que le domaine du transport durable est incontestablement une source de métiers du futur, voire de reconversion, et que donc la formation joue un rôle très important à ce stade. Alors l'offre de formation, eh bien, elle va vous être un petit peu détaillée par ma collègue, et je ne vais pas trop y insister, mais on va passer à la dernière image, s'il vous plaît, la suite de mon PowerPoint. Je voulais... Suivante. S'il vous plaît. Non, mais il doit apparaître un texte là. Donc, voilà. Donc, je vais donner quelques références françaises en lien avec le thème. Le programme TEPOS, le programme des territoires à énergie positive, qui est lancé en France. La route intelligente, dont on vous a parlé, IFSTAR, FH, Vinci. Il faudra rajouter Bouygues et Colas après les exposés que vous avez eus. Je dirais qu'il y a des journées annuelles de la mobilité durable depuis 2013 à Grenoble, organisées par le CEA. Le CEA, ceux qui connaissent la France savent que ça voulait dire commissariat à l'énergie atomique, et aujourd'hui ça veut dire commissariat aux énergies alternatives. Ils n'ont même pas eu à changer le sigle. Dans la formation, bien, je vais laisser la parole à ma collègue qui va pour parler en particulier des nouvelles formations du CNAM. Je rappelle que le CNAM, en France, est le premier organisme de formation professionnelle et qu'il existe aussi, le CNAM Maroc. Merci. Bien, donc, très rapidement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit ce matin. Quelqu'un a dit le changement climatique, c'est aussi un marché. Oui, effectivement, c'est un marché très important puisque les technologies et les services liés à la lutte contre le changement climatique ont atteint 1000 milliards de dollars en 2016 en termes donc de marché. Cela va ne faire que croître et bien entendu, cela est dû à des innovations importantes, des innovations technologiques et de services. Qui dit innovation dit aussi donc rupture. Nous sommes dans une phase de transition et les enjeux pour l'emploi sont extrêmement importants. Par exemple, aux États-Unis, 280 000 emplois ont été créés donc, au cours des 4 dernières années en lien avec la mobilité durable. Ce marché est aussi important au niveau donc, européen, puisque tout ce qui concerne donc, ces grandes innovations, notamment pour le secteur de la mobilité, eh bien, on parle de 8 millions d'emplois d'ici 2030 pour l'Europe. L'Organisation internationale du travail a d'ailleurs
réalisé une étude importante sur justement les créations d'emplois dans ce domaine. Mais qui dit création d'emplois dit aussi risque de destruction, puisque vous le voyez bien avec l'exposé précédent, par exemple sur la voiture intelligente, eh bien les métiers traditionnels vont évoluer. Et donc il y a nécessité de transformer des métiers en cours, donc par de la formation continue, mais aussi de former des nouveaux, des jeunes qui arrivent sur le marché. Donc cet objectif, c'est un objectif donc, au cœur du Conservatoire national des arts et métiers du CNAM, qui compte plus de 100 000 donc, auditeurs en France et dans le monde. Et la mission du CNAM, cela vous l'a été dit, est de former de façon continue donc, des professionnels et bien sûr aussi faire de la recherche ainsi que de la médiation. Alors, le CNAM a décidé de s'engager de façon importante dans les formations tout au long de la vie en matière, donc, notamment de mobilité durable. Par le biais, donc, d'abord, d'une pluridisciplinarité, d'une transversalité, ça a été dit ce matin, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ingénieur sur la mobilité durable doit aussi avoir des connaissances non seulement en matière d'informatique, d'électricité, d'énergétique, mais aussi en matière d'économie pour les nouveaux business models, en matière de sociologie pour pouvoir travailler aussi avec l'acceptabilité sociale et la demande sociale. Il faut travailler sur projet et travailler aussi de façon importante avec donc, les entreprises et les collectivités territoriales, notamment lorsqu'on parle de mobilité, les territoires. C'est ce que fait le CNAM et c'est donc engagé dans un certain nombre de projets que je vais essayer de vous synthétiser le plus brièvement possible. Déjà l'an dernier, il y a un colloque dont j'avais la responsabilité qui a été organisé au CNAM, qui était les enjeux de la COP21 pour la transformation des métiers. Un colloque avec à peu près 500 participants qui a donné lieu à donc, un certain nombre de décisions qui ont été prises. Quelles décisions? Eh bien, au-delà des masters spécialisés, comme par exemple ceux sur le développement durable ou de responsabilité sociale qui peuvent exister, eh bien des certificats de compétences ont été proposés, transversales. Par exemple, un certificat de compétences sur le management de la mobilité au sein des villes intelligentes et durables, donc qui s'adresse aussi bien à des ingénieurs qu'à des financiers, qu'à des techniciens. C'est un certificat de compétences. Des MOOC donc, ont été donc, créés. Des MOOC, donc, par exemple, le développement durable et la mobilité durable, un levier de croissance, un autre sur les systèmes énergétiques au sein de la mobilité durable. Donc ces MOOC rencontrent un vrai succès en France, mais aussi en Afrique, puisque, par exemple, celui sur la mobilité durable, eh bien, à la dernière session, au mois de juin, eh bien, a eu plus de 12 000 personnes qui l'ont suivi, dont plus de la moitié en Afrique. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a des projets, par exemple, avec un département qui est celui des Yvelines, pour créer un campus des métiers sur la mobilité durable, pour aussi transformer les métiers traditionnels de la mobilité, notamment. Une chaire d'entreprise est en cours de construction sur la mobilité durable pour les villes intelligentes, avec en partenariat Michelin Challenge Bibendum. Et l'un des aspects importants de cette chaire d'entreprise, qui comprend de la formation initiale continue, mais aussi de la recherche appliquée, eh bien, une application importante concerne l'Afrique. Je voulais aussi vous dire quelques mots sur le projet donc, qui est en train de se construire avec l'université de Carthage en Tunisie, où il s'agit justement de pouvoir déployer ensemble avec le CNAM des formations. You have a presentation? Please go ahead. Merci. Okay, once again, good afternoon. Thank you for inviting me all the way from Japan because my company is just a technical collaboration with ADM, so that's why we are invited.
So we give you some technological aspects of the road safety and with ITS assistance in Hanshin Expressway, which is my company, which is located in Japan. Just let me introduce our companies. The picture itself is that can tell everything. We are Arvin Expressway, completely in the city, with structures, very busy highways, which is built in more than 50 years old. Let me skip some of the structures photos. Oops. So this is just the general settings as that we are still in the city, the very busy and the accommodating about 1 million traffic in a day. And of course, this is a busy street, so that we are very concerned about the safety. So that this philosophy of our corporate philosophy says is that we have to follow the safe, secure, and comfortable expressway all the time. So we have to make a job. So the expressway itself is very, very eco-friendly, so that our average speed is about 60 to 80 kilometers. About this is the most less emissions of the carbon dioxide gases. So that the expressway itself, and with the normal speed, we can reduce the carbon dioxide gas. And also the expressway itself is very safe for driving. Because this is usually there's completely different from the vehicle, from the non-vehicle traffic, so that also there's very few diversion and mergings, and so that the accident is very few. But at the same time, but still we have a few accidents, so that we have to reduce we have to make effort to reduce the number of accidents. And also that once this accident happens or some incidents happens, is that we can cause a very long duration of the congestion. Also, the congestion is a really serious matter for us, because it may cause a long queue from even if the incident is cleared. So that there's many measures that we have taken for this to how to reduce the safe accidents, or how to reduce the congestion. The softer side of it is just that we operations to this. Maybe it's the same as the ADM, so that we make patrols, and also debris is cleared away right away, and also we make a traffic control. Physical side, because we are in the structures, there's a very sharp curves, and also there are lots of black spots for the accidents, so that we try to make pre-warning devices. Also that the pavement itself is the less slippery components. Then it's ITS side. It's also the main purpose of investment on ITS on Hanshin Expressway is for the safety and congestion less. First of all, ETC, because we introduced the ETC and almost 10 years ago, and the same system. There's non-stops that we collect the toll from automatically, and then the cars don't stop at the gate. Then since that we introduced the ETC, the almost 95% is now ETCs. The benefits of the ETC is the
emission of carbon dioxide at the gate or the toll gate is almost by half. Then this is about safety side of the ETC is about, we call it Advanced Highway System for Cruise Assistance. Since because it's a very busy streets and many sharp curves and mergings and divergence, so that we have pre-warning system for sharp curve, and so before entering into the sharp curve, they give you some warning signs through the navigation system inside the vehicle. Or merging assistance system in the same manner. When we merged, that there's warning signs that whether the approaching lane, there's a car in approaching lanes. Also, that this is mainly that we have we already identified that the congestion sections, so that before that there's a warning system with ITS assistance to show that there was to slow down and to no collisions occurred at the spot. And traffic control system. It's very old system right now because we introduced it in 1969, when there's no very available computer systems, so that the control system itself is to collect the data. 1 minute. Processing the data and provide the data. Then we give you this lots of information through this online message board, like ADM or the online. So the next stage is ITS is to, because we already have a very automatic collecting data system or traffic control systems. Instead, in order to use this as a big data for the more real time or more precise analysis on traffic controls to reduce the accidents. Also, that we try to use not only the one-way data collections that because of most of the Japanese vehicle have a navigation system, or the people use the smartphone, so that we use the data from the vehicle as a probe data to more precise analysis. And then that will be used for more artificial intelligence application is on the way. So let me stop this, because another collaboration is for the maintenance. The maintenance is also that the very important part of the accident reducing, because the smooth driving condition is is reducing the conditions, and also that we have lots of ADM collaboration with this, but instead of time, so let me skip this. Thank you very much. Thank you. I'm sorry to have to cut everybody. En français. Je suggère qu'on met de côté les questions et je vous inviterai, ceux qui ont des questions, à approcher nos panélistes après l'interruption. Je voudrais quand même leur donner 30 secondes pour un dernier statement, un point que vous voulez mettre en avant, quelque chose, un message que vous voulez laisser aujourd'hui à cet événement. Je commence à ma gauche. Merci Susanna. Bon, s'il y a un message à passer, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui s'impose. Et aujourd'hui, au moins au niveau national, toutes les administrations et tous les acteurs concernés, qu'ils soient institutionnels ou professionnels, sont obligés à intégrer les nouvelles technologies de l'information ou bien les nouvelles technologies de manière générale dans leur métier pour concourir et pour contribuer à l'amélioration de la sécurité routière dans notre pays. Comme je vous ai dit, ça va de la gestion du trafic, du contrôle, du management interne de l'entreprise de manière générale, dans l'objectif d'améliorer la sécurité routière de notre pays. Et les marges de manœuvre aujourd'hui pour améliorer et encadrer le comportement sont énormes. Et le seul issue aujourd'hui, c'est l'investissement au niveau des nouvelles technologies. Merci. Sylvie, il faut lui passer le micro peut-être. Oui, donc deux points. Le premier point, c'est que l'on a parlé de mobilité durable, mais en fait, la mobilité durable s'inscrit dans
aussi ce qu'on appelle la ville durable, la smart city, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la mobilité, il y a aussi la conception notamment des villes qui doit être prise en considération. Et il y a aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, énormément de villes dans le monde qui sont en train d'être créées, des villes, des smart cities. Par exemple, les Indiens ont lancé 100 programmes de smart city, de nouvelles smart cities, en Chine aussi. Et donc, je pense que ça serait intéressant aussi de regarder ce qui s'y passe, car là, il y a probablement des conceptions totalement nouvelles de villes qui vont influencer, bien entendu, la mobilité. L'autre question aussi que je voulais souligner, c'est qu'on a parlé formation, mais je pense que c'est vraiment indispensable, car j'insiste, on est dans une phase de transition. Certains parlent même de révolution, troisième révolution industrielle, au croisement entre technologie de l'information, la communication et lutte contre le changement climatique. Donc on a toute une série de technologies, d'innovations, de rupture qui sont en train de se créer. Et bien sûr, si on n'anticipe pas les besoins en compétences et les changements en compétences, eh bien, on va avoir des besoins qui ne seront pas couverts et en même temps qu'on aura aussi des problèmes de chômage de plus en plus importants. Donc ça, c'est une composante, je pense, indispensable. Merci. Moi, je voudrais juste dire que des journées comme celle d'aujourd'hui participent à la formation et à notre formation. Et je crois que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui dans un domaine ou dans un autre. Donc c'est la diversité de ce domaine en plein développement qu'il faut suivre. Il faudra proposer des formations adaptées, je crois, pour faire face à ces enjeux. Je profite aussi pour remercier, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, ADM de nous avoir invités à participer à ce colloque. Pour moi, le dernier point serait le Future Challenge. C'est en fait l'interaction entre l'infrastructure et la voiture. Et donc les industries d'automobiles et tout ce qui est infrastructure publique devront travailler de pair pour essayer d'améliorer la mobilité. Merci. Okay, Japan is the safest and most techno-oriented country, so that in this session, I think I'm the right choice. And also, in order to do more, so in order to use the collaborations with or good relationship with the ADM and Hanshin Expressway, I just want to help us to work together with them to use this kind of technology in Morocco, and so that's all. Merci beaucoup. J'aimerais vous inviter à applaudir nos panélistes.